Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, Littérature sur Reporter Bénémonde reçoit pour vous aujourd'hui une jeune auteure béninoise. Son nom, Ouldat Mama, journaliste et consultante en communication qui s'est intéressée aux aspirations souverainistes ayant fondé le renouveau panafricaniste. Et le livre pour lequel nous sommes là aujourd'hui est Abolition du franc CFA, la renaissance du panafricanisme. Bonjour Ouldat Mama. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Soyez la bienvenue. Merci de me recevoir. Alors, abolition du franc CFA, finalement, est-ce une cause, une sentence ou un vœu pieux? Alors, un peu tout à la fois. Donc, une cause tout d'abord, principalement au regard des membres du Front anti-CFA. Donc, le Front anti-CFA, qui est cette organisation fêtière, sous le drapeau de laquelle s'est rassemblé un ensemble d'organisations de la société civile qui militaient au préalable pour des causes panafricaines et qui là ont choisi de se saisir de la question du franc CFA, mais également de personnalités. Alors finalement, qui se sont rassemblés donc sous cette bannière du Front anti-CFA, qui réunit finalement un ensemble hétéroclite d'activistes, c'est-à-dire de personnes de terrain qui sont proches du peuple, qui sont finalement capables de mobiliser par le bas, et également d'intellectuels qui sont capables de conceptualiser la question du franc CFA, qui finalement, historiquement, sont les premiers à s'être saisis de cette question sur un plan théorique. Alors, vous avez parlé de cause, oui. Vous parlez ensuite de sentence ou de vieux pieux, c'est vrai. Absolument. Donc une sentence également parce que finalement, en décembre 2019, on a eu à Abidjan une rencontre entre les présidents Ouattara et Macron qui ont annoncé la fin du franc CFA, ouais. Et l'adoption de l'éco, mais seulement au nom de l'UEMOA, à savoir cette union monétaire ouest-africaine, mais qui n'inclut pas les pays anglophones de la zone monétaire ouest-africaine, qui sont davantage sous la houlette finalement du Nigeria. Donc une sentence, oui, mais une sentence finalement à nuancer, et c'est là que ça rejoint votre terme de vœu pieux, parce qu'effectivement, on est toujours aujourd'hui en train d'utiliser le franc CFA, et aujourd'hui, il fallait également que chaque pays de l'UEMOA signe un accord de coopération pour survivre, pour organiser l'après-franc CFA, avec la France. Aujourd'hui, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a signé cet accord de coopération. Ça a été renvoyé au calendrier grec par les autres parlements nationaux et ça n'est pas du tout à ce jour à l'agenda législatif de nos autres pays de l'UEMOA. On n'y sera jamais apparemment. Alors jamais, je ne sais pas, mais clairement c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire, quelque chose qu'on nous a bousculé à faire, je parle du côté des décideurs, et quelque chose que pour l'instant, sans coût, encore une fois de la base, qui ne sera pas fait d'ici là. Puisque le titre de votre livre est Abolition du franc CFA, la renaissance du panafricanisme, je m'interroge, quel est le lien finalement que vous faites avec la renaissance du panafricanisme? Oui, la renaissance du panafricanisme, parce que le panafricanisme, c'est une idéologie émancipatrice. Bien sûr, oui. Qui a permis de libérer à la fois au nom d'un destin commun, à la fois finalement qui a permis une structure idéologique, qui a permis de fédérer finalement toutes les énergies autour du mouvement des droits civiques aux États-Unis et ici sur le continent, les mouvements de décolonisation. Une fois la décolonisation faite, les mouvements anti-impérialistes pour s'ancrer réellement en tant qu'État pour assumer son indépendance dans un contexte de guerre froide et de conflit entre grandes puissances. Donc finalement, cette idéologie du panafricanisme, c'est quelque chose qui a été remanié en fait par les membres du Front anti-CFA qui se sont finalement ancrés dans l'histoire, ancrés dans une lutte finalement qui a permis à leurs pères de se libérer des jougs et des luttes de leur époque. Finalement, ça leur a donné un ancrage historique, ça a fait un pont générationnel et finalement, ça leur a permis de diffuser des éléments de langage qui étaient déjà présents. Ok. Écrire ce livre pour vous, est-ce une démarche de promotion de l'abolition du franc CFA? Ouldat Mama. Personnellement, je ne m'inscris pas dans une démarche militante. Il ne s'agit pas pour moi de pousser l'abolition du franc CFA. Je voulais surtout rendre justice à quelque chose qui s'est passé sur notre continent, rendre justice à une lutte, à quelque chose que j'ai estimé comme étant historique, étant donné les énergies que ça a fédéré pendant 3 ans quand même. Donc 3 ans dès août 2017 à Dakar avec la destruction par Kémy Séba du billet de 5 000 francs CFA. Et puis décembre 2019, donc à peu près disons finalement 2020, donc 3 ans quand même de mobilisation avec, on l'a dit, ce lancement en trombe par les présidents Macron et
Ouattara de la réforme de l'éco et de l'abolition donc du franc CFA. Donc j'estimais qu'il fallait restituer tout ce qui s'était passé et l'appréhender à l'aune franchement d'outils théoriques. Et il faut dire que de façon générale, les mobilisations sociales et les faits sociaux en Afrique sont plutôt négligés. Les outils scientifiques nous viennent finalement d'ailleurs. Et on a une production littéraire abondante pour rendre témoignage, pour faire justice à des luttes finalement d'hommes, des luttes de dignité qui se sont déroulées ailleurs. On a vu une pluralité d'œuvres scientifiques, une abondance sur la question des gilets jaunes et sur bien d'autres. Nous, lorsqu'on se mobilise, lorsqu'il se passe quelque chose chez nous, il faut attendre que les autres s'y intéressent. Donc j'ai choisi de faire justice à ce qui s'était passé chez nous et de m'y intéresser. Donc c'est une contribution scientifique, on dirait. Une contribution scientifique. Alors, Oudat Mama, pourquoi faire une mise en relief du mouvement initié par Urgence panafricaniste? Qu'est-ce qui donne une légitimité à ce groupe dont le leader est plutôt controversé quand même chez nous? Alors, controversé, c'est quelque chose d'intéressant, le terme que vous avez utilisé, parce que finalement, on le sait tous, controversé, qu'on soit clivant ou qu'on rassemble, on parle de vous. Et c'est le plus important en réalité. Parce que c'était cet aspect controversé, finalement, qui a fait que, qu'on le veuille ou non, on a dû prêter attention à ce qui se passait. Qu'on méprise ou pas les énergies qui étaient déployées, qu'on méprise, qu'on considère que c'était des profanes ou pas, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes considéraient que sur la question du franc CFA, c'est une question qui appartenait aux élites, qui appartenait aux économistes, qui longtemps se sont arrogés en fait la question. Donc finalement, c'est un hold-up qu'ils ont fait, les activistes, sur la question du franc CFA, la saisir par le bas, diffuser comme ça un certain nombre de points clés pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est le franc CFA. Donc ça s'est fait aussi avec des mesures coup de poing, ça s'est fait aussi de façon tranchante, de façon tranchée et de façon assumée. Donc c'est quelque chose, cet aspect controversé, c'est quelque chose qui a permis la mobilisation, c'est quelque chose qui a permis de rassembler les énergies, qui a donné le caractère éruptif en réalité de la mobilisation, mais c'est quelque chose aussi, vous avez raison, qui a braqué certaines personnes pour qui il fallait entrer davantage dans le dialogue, faire quelque chose davantage de consensuel et qui, disons, s'éloignait un peu, se départissait de cette préférence confrontationnelle clairement d'Urgence panafricaniste. Après, Urgence panafricaniste, ça n'est pas la seule organisation du front anti-CFA qui a finalement milité pour l'abolition du franc CFA entre les années 2007 et 2010 en 2020. Pourquoi vous avez beaucoup effectivement interviewé dans mon étude qui viennent de l'organisation Urgence panafricaniste, c'est que pour des besoins théoriques, il fallait que je circonscrive le champ de mon étude, du moins sur le terrain physique, au Bénin. Et clairement, au Bénin, c'est l'organisation qui est la plus engagée. Mais au Bénin, on ne ressent pas autant l'impact de la lutte de Urgence panafricaniste. Alors, effectivement, même si vous ne la ressentez pas, c'est quand même l'organisation qui était la plus engagée. C'est-à-dire que c'est elle qui donnait les mots d'ordre, et après, vous avez quelques membres des organisations qui suivaient. Mais c'était réellement, en tout cas sur le terrain béninois, l'organisation qui réellement initiait les marches, initiait les manifestations, initiait les actions coup de poing qui dérangeaient un peu la puissance publique. Après, effectivement, ça n'est pas... le Bénin est un terrain particulier, c'est quelque chose que j'ai abordé notamment sur le livre. Alors, vous le relevez à votre façon, effectivement, c'est un terrain particulier, c'est quelque chose d'abord qui a été déploré par les activistes, c'est-à-dire que c'est poussif au Bénin, c'est poussif pour des questions sociologiques, pour des questions de culture, c'est poussif, c'est difficile de mobiliser les Béninois, ils sont pas aptes, mais disons qu'ils ne sont pas très prompts à sortir dans la rue pour protester, ça ne fait pas partie de la culture béninoise. Et ensuite, il y a d'autres éléments aussi culturels qui font que, on a ancré dans la tête de certaines personnes, dans l'esprit de certaines personnes que, pour les motiver à se mobiliser, pour les motiver à sortir de chez eux pour une manifestation publique, il fallait donner quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas un lien également avec... Est-ce qu'il n'y avait pas également un lien avec le profil de la personne qui portait le mouvement, parce qu'il est normalement béninois?
Effectivement, mais si vous voyez un peu la sociologie des personnes qui étaient visées, c'était des jeunes principalement, des jeunes, des étudiants. Bon, finalement, ce sont des personnes hors système qui n'ont pas encore eu le temps d'intégrer un système de façon professionnelle, principalement d'ailleurs de façon professionnelle. Donc c'est en général les personnes qui sont rebutées par le style, disons, de la personne de Kémy Séba, les individus qui sont rebutés, elles ne correspondent pas à la sociologie qui était appelée à se mobiliser. Donc finalement, je placerai le problème sur un autre niveau, pas sur la question de la personnalité clivante de Kémy Séba, du leader de l'urgence panafricaniste, mais davantage sur une sociologie béninoise qui fait que il est difficile, c'est possible de se mobiliser. Alors, Ouliat Mama, l'un des temps forts de votre livre est quand vous abordez la portée de la mobilisation allant de ce qui l'a arrêté à son impact sur les mouvements politiques, surtout au Sahel. Pourrait-on en parler? Lorsque le mouvement panafricaniste, le Front anti-franc CFA, s'est saisi de la question du franc CFA, il a commencé à vulgariser les problématiques qui s'articulent autour de ce problème. Vous avez, autour de cette question, il y a également eu, ça a été un package. On a parlé du franc CFA, certes, mais on a également parlé des bases militaires. Bien sûr. On a parlé également de la malgouvernance. Donc finalement, on a parlé d'un ensemble de mesures qui font partie de ce qu'on appelle le pacte colonial. Le pacte colonial, à savoir ce contrat opaque qu'ont signé les anciennes, les puissances qui accédaient à la souveraineté internationale. Et puis l'ancienne puissance coloniale, donc avec des éléments militaires, financiers, politiques. Et en fait, c'était la dénonciation globale de ce pacte colonial-là. Donc finalement, vous avez des éléments de langage qui ont été diffusés, non seulement sur la question du franc CFA, mais également sur celle des bases militaires, également sur un agenda double de la puissance coloniale qui est là pour, soi-disant, selon leurs termes, maintenir un certain ordre, assister les pays qui sont face à une insurrection djihadiste dans la lutte antiterroriste, mais qui ne donne pas de résultats, et donc du coup à diffuser ce soupçon de double agenda finalement. Donc vous voyez que ces éléments de langage-là ont contribué finalement à une politisation de la jeunesse, ont donné en fait un cadre théorique et ont finalement permis de canaliser une certaine colère. Et cette colère-là, elle a été ressuscitée, vous l'avez vu, fin 2020, lors du mouvement du M5 RFP, le mouvement populaire malien qui a conduit, qui a été parachevé par le coup militaire, le premier en tout cas, du colonel Assimi Goïta. Et vous voyez également que, non seulement ça a infusé comme ça les manifestations, mais également en l'absence de légitimité démocratique, parce qu'ils ne sont pas élus, ils ont pris le pouvoir par la force, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée, mais ici il s'agit évidemment plus du Mali et du Burkina Faso. Vous avez, sans légitimité démocratique, la seule légitimité sur laquelle ils s'appuient, justement, c'est cette colère vis-à-vis d'une oppression, cette colère vis-à-vis d'une offense à notre dignité, qui s'est articulée à partir finalement de ces mobilisations du Front anti-CFA. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose de spontané, vous avez un phénomène cumulatif en réalité. Donc on peut dire que la mobilisation du Front anti-CFA, quelque part, a préparé le terrain finalement. Il est difficile aujourd'hui de penser que ces régimes de transition militaire, qui sont encore une fois sans légitimité démocratique, c'est-à-dire la démocratie que l'on connaît par les urnes, du moins dans l'accession au pouvoir, il y a d'autres définitions de la démocratie, mais du moins dans l'accession au pouvoir, sans cette légitimité-là, eh bien, ils s'appuient justement sur cette légitimité populaire. Leur relative popularité s'explique par ces ressorts finalement, ces ressorts panafricains, le rejet de la présence de la France, le rejet des bases militaires, la liquidation d'un certain nombre d'accords. Donc on a vu les accords que le Mali et le Burkina Faso ont liquidés notamment, la force Sabre au Burkina Faso, un accord encore qui datait de l'ère coloniale. Pour le Mali, ça a été la même chose. On a renvoyé Barkhane, on a renvoyé Takuba. La force de l'Union européenne a été obligée de partir également. Et puis récemment, on a vu ce qui s'est passé avec la MINUSMA. Donc vous voyez, c'est tout cet agenda-là finalement qui apaise l'opinion en l'absence de légitimité démocratique. Alors, dans cet ouvrage, vous abordez tout ça, Ouliat Mama, et l'autre question que j'ai envie de vous poser, est-ce que finalement, la fin proclamée du franc CFA par les politiciens, les politiques, n'était pas une astuce pour mettre fin au mouvement en cours? Alors absolument, vous avez absolument raison. Finalement, la question
La mise à l'agenda de l'ECO a été Oui. une communication, une vaste opération de communication, Bien sûr. orchestrée par Paris et par Abidjan. Alors vous m'avez posé la question de ce qui a mis un terme finalement à la mobilisation. Oui. Il y a justement ce lancement de l'ECO inattendu. Il y a eu donc on a cru qu'on avait gagné. Et certaines personnes ont cru qu'ils avaient gagné, alors que... L'urgence panafricaniste a cru qu'elle avait gagné. En tout cas, elle n'a pas tout de suite dénoncé l'ECO. Alors aujourd'hui, on l'appelle l'ECO Macron, Oui. parce que c'est considéré comme un ECO factice, parce que le projet à la base porté par la CEDEAO, est porté par la CEDEAO depuis 1983 quand même, et a été mis à l'agenda par les chefs d'État de l'organisation en juin 2019. Donc, ils s'étaient engagés à mettre à l'agenda l'ECO, mais ils n'avaient pas finalement de réel calendrier. Mais cette question-là les a bousculés. Alors, il y a eu ce lancement en trombe donc par Alassane Ouattara et puis Emmanuel Macron. Oui. Il y a eu également le coup de sang du président Mamadou Bouhari dès janvier 2020. Alors, coup de sang, dans sa sociologie, ne s'est pas énervé comme le coup de sang l'expression, l'image peut susciter. Mais disons que c'était une colère froide. Une colère froide, mais certainement quand même une colère qui a brandi la menace d'une dislocation de la CEDEAO et qui a fustigé une adoption unilatérale par le président Alassane Ouattara au nom de l'UEMOA de l'ECO, et également une trahison même de l'esprit panafricain de l'ECO, qui était en réalité, je vous l'ai dit, dans les tiroirs de la CEDEAO depuis ses fondements, et qui était en cours de négociation par les membres de l'organisation. Alors, le Nigeria ne veut pas de l'arrimage à l'euro, le Nigeria ne veut pas d'une banque centrale qui n'est pas sur le continent africain, le Nigeria ne veut pas de finalement des finances publiques qui ne sont pas assainies. Elle maintient finalement le pacte de stabilité, à savoir un déficit inférieur à 3%, une inflation inférieure à 10%, et puis une dette inférieure à 70% du PIB. Donc vous avez ces critères-là sur lesquels la Banque centrale du Nigeria tient coûte que coûte, et que finalement, après le Covid-19, a laissé filer les déficits des finances publiques. Donc le Covid-19 est arrivé, ça a absorbé finalement les énergies, à la fois politiquement, à la fois l'attention du public, et également les finances publiques. Donc finalement, quid du pacte financier, quid du pacte de convergence. Donc finalement, on est dans un état aujourd'hui avec les déficits publics qui nous éloignent encore plus des objectifs qui ont été fixés de façon intransigeante par Abuja. Donc, c'est pas une victoire. Ça n'est pas une victoire. Du nouveau panafricanisme dont vous semblez susciter l'idée, qu'est-ce qu'il comporte, Oudat Mama? Alors, ça n'est pas une victoire, je voudrais quand même nuancer. Ça n'est pas une victoire, c'est-à-dire que clairement aujourd'hui, on est en 2023, vous et moi utilisons toujours le franc CFA, voilà. Ça n'est pas une victoire. Ça n'est pas une victoire également parce qu'on n'en parle plus tellement, parce que d'autres choses ont pris le dessus. On est dans des pays où tout est urgent, on a des défis sanitaires, on a des défis en termes d'éducation, il faut encore rattraper tout ce qui se passe dans le Nord en Occident sur la question de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas se laisser dépasser non plus sur cette question. Et finalement aussi, le calendrier de l'urgence panafricaniste a légèrement été modifié. Il a également été modifié, puisqu'il fallait également assurer césarienne pour l'organisation, il fallait renaître sur une autre question, parce que si vous êtes cantonné à la question du franc CFA, et si on vous dit qu'il est aboli pour adopter l'ECO, mais finalement, quelle est votre raison d'être? Donc il fallait un peu se repositionner sur d'autres questions, pour ne pas être comme ça limité à la question du franc CFA, c'était existentiel pour l'organisation. Donc vous avez un ensemble de facteurs finalement qui ont renvoyé un peu la question au calendrier grec, et puis vous avez, à cause aussi des dissensions au sein de la CEDEAO entre le pôle anglophone mené par le Nigeria, qui représentait la zone monétaire ouest-africaine, qui est la deuxième zone monétaire de la CEDEAO avec l'UEMOA, donc deux zones monétaires qui étaient censées fusionner avec l'ECO au sein de la CEDEAO. Donc finalement, vous avez des dissensions. On voulait, après le coup de sang, la colère froide du président Mamadou Bouhari, il était difficile pour les acteurs de continuer à aborder la question. Donc finalement, on l'a renvoyé comme une patate chaude à 2027. Oudat Mama, vous parlez de renaissance du panafricanisme. Qu'est-ce qu'il comporte? Et ma question pour vous, c'est de l'ancien au nouveau. Est-ce que vous avez fait une analyse comparative?
Oui, absolument. Alors déjà, disons qu'il y a des choses qui se recoupent de l'ancien au nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toujours une fracture finalement entre d'une part les intellectuels et d'autre part finalement la masse. La masse, parce que vous avez, la fracture a été incarnée notamment par l'adversité, voire même l'inimitié, entre celui qui incarnait finalement les masses, celui qui incarnait la partie populaire du panafricanisme, à savoir Marcus Garvey, qui était capable de rassembler les foules, qui avait une réelle capacité de mobilisation, et d'autre part William Du Bois, qui était ce premier afro-américain à avoir été diplômé de la prestigieuse école Harvard, Ouais. qui incarnait plutôt finalement la partie intellectuelle finalement du panafricanisme. Donc, dès le départ, vous avez cette ligne de fracture entre intellectuels et puis activistes, personnes de la rue. Et cette ligne de fracture s'est encore retrouvée aujourd'hui lors de cette mobilisation du Front anti-CFA entre les activistes et les intellectuels. Néanmoins, au départ, on a eu une fusion entre ces deux groupes-là, parce que finalement, vous avez des gens comme Kakouloupo qui ont soutenu Kémy Séba lorsqu'il a été arrêté à Dakar en août 2017. Mais aujourd'hui, on en est revenu au point de départ, parce que ce sont des personnes qui se méprisent à nouveau, c'est des personnes qui ne se parlent plus et qui, sous couvert peut-être de précautions langagières superficielles, s'insulteraient presque. Donc vous avez finalement à nouveau des revenus au statu quo. Le problème finalement également de ce nouveau panafricanisme, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est quand même un panafricanisme qui s'apparente parfois au populisme. C'est un panafricanisme de la colère. C'est un panafricanisme de la prise de conscience. Justement, oui. Avec la prise de conscience, la colère est légitime, mais il faut appeler à une maturation de ce panafricanisme-là, avec finalement une appropriation de certains auteurs qui permettrait de mûrir la réflexion autour du panafricanisme, qui est vraiment une idéologie libératrice qui va au-delà de la question du franc CFA, qui va au-delà de la question décoloniale et néocoloniale, qui imprègne nos espaces publics. Et également, c'est finalement une mise en langage, une conception du monde, d'un monde alternatif, d'un monde plus juste finalement, pour les Noirs. Vous avez le féminisme finalement qui est une question de justice sociale pour les femmes, et le panafricanisme c'est une question de justice sociale appliquée à la libération des Noirs. Et vous pensez qu'on devrait tous s'identifier à ce nouveau concept du panafricanisme? Oui, enfin à cette renaissance du panafricanisme. Dès lors qu'il y a la prise de conscience d'une injustice, il s'agit simplement c'est juste un label finalement. Okay. C'est juste un label qui permet de mettre en langage justement cette prise de conscience. Le fait finalement qu'il y a certaines structures qui oppressent le peuple noir, et comment s'en libérer, comment organiser finalement un après, comment s'émanciper finalement de ces structures qui empêchent notre émancipation, qui sont des insultes à notre dignité. Donc finalement, c'est juste une mise en langage. Après, la façon de le déployer dans l'espace public, la façon de le communiquer, la façon d'interagir avec l'autre, même l'autre qu'on estime être son adversaire, c'est quelque chose qui est à négocier, c'est quelque chose là aussi qui s'étend sur un spectre finalement entre les plus modérés et puis les plus radicaux. Et on le remarque dans votre livre, on le perçoit d'ailleurs très peu, cette idée de la renaissance du panafricanisme que vous développez là, est-ce que c'est un choix de raison ou une méthode pédagogique? Est-ce que vous allez y revenir un peu plus largement? Oui, effectivement, c'était finalement une ouverture. C'est un thème qui infuse l'ensemble du livre, oui, sans être finalement développé de façon réellement développée. Mais c'est quelque chose qui infuse quand même l'ensemble du livre, c'est finalement la trame de l'ensemble de l'ouvrage. Et c'est une ouverture aussi sur l'après, parce que je me suis cantonnée aux années 2017-2020, donc il n'y avait pas encore eu finalement ces mouvements, ces secousses politiques, notamment au Sahel. Donc c'est une ouverture qui permet de comprendre ce qui est en train de se passer dans la sous-région ouest-africaine, et qui permettra, je pense également, d'appréhender les bouleversements à venir, parce que l'Afrique est appelé à devenir le champion de la démographie mondiale. Donc les problèmes qui sont à venir, je pense qu'il faudra les scruter à l'aune de l'ensemble de ces mouvements sociaux qui ont précédé. Alors, Abolition du franc CFA, la renaissance du panafricanisme, un livre de 215 pages, signé Oulat Mama. Nous sommes au terme de cet entretien. Oulat Mama, votre mot de fin. Oui, merci.
Merci beaucoup à vous, parce que je pense que c'est une question importante et encore une fois, sortir de la colère, sortir de l'émotion, ce qu'on nous reproche souvent en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant que personne de la diaspora, sortir de l'émotion, s'approcher des auteurs également pour avoir une réelle profondeur historique sur ce que c'est que le panafricanisme. Bien sûr, et ne pas se faire finalement, ne pas se faire happer par certaines passions. Refuser la passion, du moins lui accorder son temps et puis passer à autre chose. Et puis encore une fois, merci de m'avoir reçu. Et avant de partir, j'aimerais savoir où retrouver votre livre dans Au Bénin. D'accord, donc Au Bénin ici, il est disponible à la Sénélec et également à la librairie Notre-Dame. Sinon en ligne, directement chez l'éditeur, donc L'Harmattan. L'Harmattan. Et puis sur les sites La Fnac et Amazon notamment. Ok. Merci Oulette Mama d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Christine. Oui.